Bonjour, nous recevons le journaliste Sylvain Attal. Sylvain, vous avez été journaliste un peu partout, à LCI, à Europe 1, vous présentiez la matinale. Vous avez été également directeur des activités numériques à France 24, c'est bien ça? Absolument, bonjour Hubert. La semaine passée a été marquée par le débat sur les violences policières, avec une certaine amertume des policiers qui estiment qu'on ne les laisse pas faire leur travail et que le parallèle avec les États-Unis est très exagéré. Par ailleurs, il y a eu l'attitude de Mme Belloubet qui a voulu recevoir la famille Traoré qui l'a éconduite, et les propos de Christophe Castaner qu'on avait connu plus proche des policiers dans le soutien, notamment à l'égard des Gilets jaunes. Qu'en pensez-vous? Alors, plusieurs choses. Je pense qu'il y a effectivement une sorte de catharsis depuis l'affaire George Floyd aux États-Unis, que effectivement le parallèle global et général avec les États-Unis est très, très exagéré, effectivement, mais en même temps, on voit qu'il y a une vague d'émotions réellement planétaires, absolument spectaculaires, avec par exemple les obsèques de George Floyd qui a été enterré comme un martyr, et qui est devenu une espèce de symbole aux États-Unis de la lutte pour les droits civiques, dont on s'aperçoit que 50 ans après le combat de Martin Luther King, elle n'est pas encore gagnée, malgré même l'élection d'un président noir, métis, mais qui se considérait comme afro-américain. Oui, donc, on a considéré que Obama n'avait pas pu finalement faire grand-chose pour sa communauté. Oui, non, mais c'est absolument. Je pense que si on veut parler 2 minutes de ce qui se passe chez nous en France, évidemment, il n'y a aucun parallèle qui peut être fait entre la situation américaine, qui est avec l'héritage de la discrimination et même de forme d'apartheid, avec ce qui se passe en France. Néanmoins, il ne faut pas non plus se voiler la face. Il y a des discriminations systémiques. D'ailleurs, même la Cour de cassation en France le reconnaît, le défenseur des droits, Jacques Toubon, le reconnaît. Il y a des discriminations systémiques qui renvoient aussi à des discriminations économiques et sociales en France. Donc il y a un sujet sérieux. Il y a aussi, peut-être, peut-on ajouter, pour aller dans votre sens, un impensé post-colonial. Peut-être. C'est la question du racisme, elle est vraiment très compliquée à analyser. Il y a certainement un peu de tout ça. Il y a cette question assez mystérieuse du racisme anti-noir en particulier, qui est liée à cette le noir, on le reconnaît à sa peau tout de suite. Voilà. Et maghrébins. Voilà. Alors les maghrébins, ça existe aussi. C'est encore alors peut-être que là sur la question coloniale avec les maghrébins est plus récente qu'avec l'Afrique. Mais bon, ça veut jouer. Je ne veux pas m'étendre sur cet aspect de la question, même si on peut le faire, pour essayer de regarder devant nous. Effectivement, il y a un certain nombre de techniques d'interpellation policière qui est dangereuse. Ça ne remonte pas à l'affaire George Floyd, on l'a vu aussi pendant la crise des Gilets jaunes. Ça ne veut pas dire que, et c'est pour ça que la question est compliquée, le métier de policier est un métier extrêmement difficile, compliqué. Là, il y a un parallèle qu'on peut faire avec les États-Unis, c'est-à-dire que de même qu'aux États-Unis, les policiers sont souvent dans certaines villes difficiles pris pour cible par les délinquants et par une partie de la société. C'est quelque chose qu'on observe aussi en France. Et donc, effectivement, ça génère un sentiment d'insécurité chez les policiers eux-mêmes, qui a un sentiment qu'on ne leur donne pas suffisamment de moyens pour réprimer la délinquance. Donc, ce n'est pas un sujet simple. Ce qui est absolument extraordinaire, ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit aux États-Unis, mais qu'on voit aussi en France, c'est une tentation on a l'impression que le pendule va aller complètement dans l'autre sens, c'est-à-dire une tentation de déshabiller encore plus la police, de la priver de certains moyens. C'est en cours aux États-Unis. C'est visiblement aussi en voie de réflexion en France. Et vous citiez l'attitude de Christophe Castaner, qui est effectivement aux antipodes de ce qu'il avait, de ses expressions, particulièrement au moment de la crise des Gilets jaunes. Oui, il y a quelque chose d'absolument spectaculaire où on voit un peu de précipitation au fond, puisqu'Emmanuel Macron a donné en fait le signal d'une espèce de grand aggiornamento du maintien de l'ordre en France, qui est certainement nécessaire. On le voit depuis de nombreuses années avec la recrudescence des violences policières. Je pense aussi à l'affaire de Rouen. En même temps, la droite, effectivement, qui s'agite, Philippe de Villiers qui parle d'un gouvernement de pétochards. Et je voudrais qu'on revienne à la gestion de la crise. Il faudrait essayer de dépolitiser la question. Je reviens à la gestion de la crise sanitaire. Vous y voyez, vous, des conséquences ou des prolongements liberticides?
Il me semble qu'on est en train d'assister, je le vois dans le débat sur l'application Stop Covid, je le vois aujourd'hui dans ce qu'on nous annonce, il faut encore que le Conseil d'État se prononce, on verra comment il se prononce, sur la prolongation dans le droit commun de certaines dispositions qui étaient liées à l'état d'urgence sanitaire. C'est quelque chose qu'on a vu aussi après l'état d'urgence au moment des attentats terroristes, c'est-à-dire en fait la difficulté de revenir en arrière sur des dispositions liberticides, parce que de même que le terrorisme ne va jamais disparaître, on va simplement devoir s'armer pour lutter contre lui, les épidémies ne vont pas disparaître. Alors ça, c'est la dernière crise en date, hein, la pandémie du Covid-19. Mais avant ça, il y a eu le terrorisme et le monde ne s'arrête pas de tourner. Israël a annexé ou veut annexer des territoires palestiniens, ce qui suscite une légitime indignation. Les États-Unis avaient transféré leur ambassade à Tel Aviv. Donc finalement, on a l'impression d'un durcissement d'un certain nombre de sociétés au Moyen-Orient ou dans d'autres pays, en Turquie, etc. Et à l'inverse, l'Occident, finalement, est dans une forme de désarmement. Alors, sur cette question de la décision du gouvernement israélien, c'est un sujet que je suis depuis longtemps et de près. J'avoue que j'ai du mal je me pose la question, mais j'ai du mal à voir le rationnel de la décision israélienne, dans la mesure où aujourd'hui, en réalité, Israël contrôle de facto la Cisjordanie sans avoir la responsabilité de gérer les Palestiniens. Et que demain, s'il y avait une annexion, elle contrôlerait peut-être un peu plus sur le terrain, encore que le bénéfice ne me paraît pas évident. Il a même été très très contesté en Israël même par des institutions comme les services de renseignement, l'armée, etc. Et donc je ne vois pas très bien le gain, si ce n'est une décision purement idéologique, c'est-à-dire dictée par l'idéologie sioniste religieuse, à distinguer de l'idéologie sioniste plus laïque. Donc je ne vois pas très bien où tout ça, quel serait le bénéfice pour Israël. J'ajoute aussi que du côté des Palestiniens, mais c'est peut-être en train de changer, on a eu le sentiment que Mahmoud Abbas, lui aussi, laissait encore passer une occasion d'avancer, parce que dans la proposition américaine, il y avait effectivement cette acceptation de l'annexion par Israël, mais en même temps une invitation, et comme un moyen d'ailleurs de suspendre l'annexion, une invitation à reprendre les discussions. Et Abbas a toujours repoussé cette possibilité, c'est à se demander si lui-même, au fond, ne votait pas un peu pour l'annexion. Attitude finalement assez systématique des Palestiniens depuis qu'ils refusèrent sous Yasser Arafat la main tendue des Israéliens pour les négociations de paix. Il y a quand même aussi de nouveaux acteurs comme la Turquie qui pèse désormais de façon importante. On l'a vu en Libye où ils ont remis à sa place le maréchal Haftar qui pensait conquérir Tripoli. Finalement, il y a de nouvelles grilles d'affrontement au Moyen-Orient et notamment celle des islamistes. Tout ça fait passer au second plan le conflit israélo-palestinien. Tout à fait. Il est passé de fait aujourd'hui au second plan par rapport à des crises beaucoup plus dangereuses. Vous avez parlé de la Turquie, c'est vrai en Libye, c'est vrai en Syrie. Mais pour revenir juste d'un mot sur les Palestiniens, je vois qu'il y a peut-être un motif d'espoir avec la montée d'une nouvelle génération peut-être de politiciens palestiniens. Je pense au Premier ministre palestinien en particulier, qui est en lice pour la succession. Tout ça est dans le contexte de la succession d'Abbas, qui est un politicien quand même vieillissant, fatigué. Il y a peut-être encore un espoir que de cette situation qui paraît absolument bloquante jaillisse un bien. J'ajoute aussi que pour Israël, il y a un fait qui est quand même assez inquiétant, c'est j'ai noté l'évolution de la position d'un pays comme l'Allemagne, qui a toujours été extrêmement pro-israélienne, pour des raisons historiques faciles à expliquer, et qui commence un peu à changer en condamnant le risque d'annexion. Souhaitons que les choses évoluent. En tout cas, la diplomatie française semble dans une certaine impasse parce qu'elle constate la montée des affrontements. Elle plaide pour le multilatéralisme, mais elle semble parfois un peu désarmée. Vous avez dirigé les activités numériques d'une chaîne comme France 24 qui avait été créée par Jacques Chirac. Quel est le rôle aujourd'hui de cette chaîne internationale? Est-ce qu'elle se veut toujours la voix de la France? La voix de la France, non, je pense que c'est un contexte un petit peu daté. En revanche, je voyais ça et j'ai toujours vu ça comme un extraordinaire moyen de soft power pour la vision française du monde. Notamment en Afrique. En Afrique où France 24 est très écoutée. C'est pas forcément politique comme réflexion, mais c'est la vision française, c'est à la fois culturelle, c'est intellectuel, c'est bon, je vais pas m'étendre sur le sujet. Les spectateurs comprendront aisément ce à quoi je veux faire allusion, avec une forme de pluralisme d'expression. Et donc, je pense que ça a été une très grande idée de la part de Chirac de créer cette chaîne, et j'ai été très fier d'y participer pendant une dizaine d'années, 12 ans exactement.
Je regrette simplement que, effectivement, mais c'est peut-être dû à un sentiment un petit peu obsidional du public français qui ne s'intéresse pas beaucoup à l'actualité internationale, qui ne regarde pas beaucoup au-delà des frontières, et qui fait que cette chaîne n'a pas eu, on n'y a pas donné suffisamment les moyens d'avoir un public à l'intérieur de ses frontières pour voir le travail qu'elle effectuait. Si aujourd'hui on s'intéresse effectivement à la marche du monde, je pense que c'est une chaîne absolument indispensable. Alors, il y a aussi une évolution technologique, c'est la multiplication des plateformes, et notamment des plateformes d'information. Il n'y a pas seulement le divertissement comme le propose Netflix. Vous avez essayé de canaliser la montée en puissance du digital par rapport au broadcast, hein, qui reste également aussi important. Il y a aujourd'hui deux grands vecteurs qui sont finalement les ondes hertziennes et puis le numérique. Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment tout ça coexiste ? C'est-à-dire, je ne voulais pas canaliser. Je pensais depuis le début, voyant l'évolution, par exemple, de ce que faisait la Russie, par exemple, avec une chaîne comme RT, qui était très, très puissante sur le numérique, qui a d'abord commencé à être puissante sur le numérique avant de se développer sur le broadcast. Et je voyais les résultats en termes d'influence. On s'en plaint d'ailleurs aujourd'hui beaucoup avec tout le débat sur les fake news, les stratégies d'influence. Et je pensais que la France et France 24 devaient investir beaucoup plus, enfin, accélérer beaucoup plus sur le numérique pour devenir avant tout un média numérique avec le broadcast plutôt à côté et fusionner les deux. Donc, je pense qu'on a peut-être péché par timidité à ce moment-là et qu'on a tardé un peu à se rendre compte du travail que faisaient des pays comme la Russie, qui après tout ne sont pas mieux dotés que nous en termes d'investissement dans les médias publics. Donc, il était parfaitement possible de le faire. On a été un petit peu dépassé par, et on l'est toujours un peu aujourd'hui. Alors malgré tout, l'audience des médias a progressé, et encore plus pendant la crise sanitaire. Par contre, ce qui pêche aujourd'hui, c'est les recettes publicitaires, c'est ce qu'on appelle la monétisation, surtout avec le poids qu'ont pris les GAFA. Oui, c'est pour ça que je pense que les médias, surtout les médias indépendants, ont intérêt à développer leur contenu payant, leur contenu sur abonnement, à faire baisser au fond la part des revenus de la publicité dans leur budget. C'est très possible. Je pense qu'il y a particulièrement à l'occasion de la crise sanitaire, on a vu effectivement le besoin, l'appétit énorme d'information et sur le numérique, particulièrement l'information locale. Je pense qu'il faudrait donner un grand coup d'accélérateur là-dedans, peut-être en montant un peu encore en gamme sur l'offre d'information et aller chercher vraiment toujours ce qui va créer un lien avec l'internaute, avec le lecteur, en l'invitant à participer sous différentes formes. Ça peut être de l'abonnement, ça peut être du crowdfunding, à la vie de son média préféré. Merci Sylvain Attal, merci de votre intervention. On se retrouve demain avec un nouvel invité qui sera le conseiller du président du Sénégal, Moubarak Lo. À bientôt, à très vite sur TBO et TB Sud.